Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Puis c'est parti, c'est quand on veut. Tu es prête ? Parfait, on y va. Allez, trop bien. Salut Ayo. Salut Bart. D'ailleurs, je me suis permis là depuis le début de t'appeler Ayo, mais tu préfères Ayo Délé, Ayo Bon, Ayo, ça me va bien. Enfin, généralement, dans le milieu du sport, on m'appelle plutôt Ayo qu'Ayo Délé. Ok, et ben ça sera Ayo. Je me permettrai jusqu'à la fin de cette conversation. Je suis hyper heureux d'être là parce que tu es une athlète non pas engagée mais ultra engagée, comme le disait Rézi qui est avec nous et qui nous a mis en relation. Tu as 1000 vies, 1000 facettes, tu es une touche à tout et moi j'adore ce type de profil, peut-être parce que je le suis un peu moi-même aussi, j'adore faire plein de choses en même temps. Et notamment parce que tu t'es engagé dans le sport, pour le sport. On va en parler, du coup, de tous ces sujets, un peu des institutions autour du sport, autour qu'est-ce que c'est que le CNOSF, qu'est-ce que c'est que la CAN. Et je suis vraiment content de pouvoir, comme je te le disais juste avant, de pouvoir traiter tous ces sujets-là avec une athlète, tu vois, tout simplement, qui le vit de l'intérieur et qui a changé un peu sa double casquette. Donc on va parler de tous ces sujets-là, mais comme je te le disais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance, de dérouler un peu la pelote de laine par qui tu étais plus jeune. Et la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, mon premier souvenir, c'est, je pense, dans la cour de récréation. Ouais. Où on jouait un peu à tout type de jeu et moi je m'amusais en fait à contourner les arbres et puis à accélérer et puis du coup on me rattrapait pas et je prenais vraiment pas mal de plaisir à le faire et ce qui est drôle aujourd'hui c'est que maintenant quand je retourne dans mon école primaire en fait ils ont tracé sur le bitume ils ont tracé du coup des couloirs. Okay. Et du coup je trouve ça un peu sympa, ça me rappelle un peu moi je faisais déjà en fait j'étais déjà dans un couloir mais imaginaire et je m'amusais pas mal donc ça c'est mes premiers souvenirs. Je touchais un peu à tout aussi sur le plan sportif, je faisais de la gymnastique, comment on appelle ça, de la danse contemporaine, j'étais pas spécialement en mode mais j'ai touché un peu aussi au basket, j'ai touché à d'autres sports mais avant de commencer l'athlé vers mes 12 ans. Ok, d'accord. Et cette envie de vitesse, cette envie de courir, tu sais d'où elle vient ? Une influence particulière ou... Je sais que ma mère plus jeune, elle faisait du sport, de l'athlé, du coup au pays, mais j'avais pas spécialement envie de faire de l'athlétisme. En fait, j'ai touché vraiment au basket, mais je me foulais tout le temps les doigts. Ouais. Donc je me souviens que c'était le mercredi après-midi que je rentrais à la maison pour me mettre le doigt sous l'eau froide parce que je m'étais fait mal. J'ai touché au tennis, mais c'était une catastrophe aussi. Et puis en fait, c'est vrai que l'athlé, j'aimais bien courir, ça se passait bien. Et puis au final, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, ce qui a un peu tout changé, c'est que
Bon, au départ, j'étais dans un quartier où il n'y avait pas de stade à proximité, et puis on a déménagé dans un quartier où le stade se trouvait à 5 minutes. Ouais. Donc du coup, c'était quand même beaucoup plus pratique, et c'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme. Ouais. Tu es né à Paris et tu as grandi dans le 18e, c'est ça? C'est ça. Ok. Parce que oui, on est à la mairie du 18e aujourd'hui, parce que c'est une autre casquette de ta vie, mais on en reparlera aussi. Mais quartier dans lequel je vis en ce moment, enfin moi je suis à Saint-Ouen. Donc, d'accord, bah pas très loin. Voilà, donc nous sommes voisins. Et ça ressemble à quoi une jeunesse dans le 18e? Enfin, t'en as quel souvenir, tu vois, dans les années 90 ou même fin des années 80, ça ressemblait à quoi? Parce que c'est un quartier qui a beaucoup changé, quoi. Mais ça ressemblait à quoi? Bah, je sais qu'on se retrouvait beaucoup, très souvent, les camarades de classe dans le square square Clignancourt, là, qui est pas très loin de la mairie. Ça ressemble à tu t'amuses beaucoup devant ton immeuble, parce que bon, bah, c'est un peu les appartements parisiens. Il y a pas beaucoup d'espace, hein, donc t'apprends à faire du patin à roulettes dans la rue. Tu joues dans le préau. Mais bon, après, je dirais que c'est une enfance assez classique. Après, c'était un quartier populaire assez mélangé, où on avait un peu tout à proximité. Moi, du coup, j'ai grandi du côté de Marcadet-Poissonnier, donc il y a le quartier, on va dire, africain du côté de Château-Rouge, donc assez simple pour manger des recettes de la maison, et puis après le quartier de la mairie avec des squares un peu partout. Ouais. Et pas mal d'activités aussi proposées donc à l'école. J'étais dans une école maternelle où on nous apprenait à faire du violon. Alors j'aimais bien, il y a pas très longtemps, dire nous, quand j'étais petite, je faisais du violon. Puis un jour, j'ai demandé quand même à ma mère à quoi ça ressemblait, et puis bon, elle disait ça ressemblait pas trop au violon. C'était plutôt l'enfer pour les parents, mais c'était sympa. Okay. Mais voilà, ça ressemblait un peu à ça, où on touchait à pas mal de choses. Au collège, on avait des cours d'échecs, des cours de théâtre, des cours de conte, donc c'était quand même avec plein de choses à faire. Donc c'était un quotidien assez rempli. Ok, mais ouais, j'imagine, ouais. Puis je vois bien du coup un peu le côté touche à tout et très curieuse. T'étais une bonne élève? Est-ce que tu avais des bonnes notes? Ah oui, j'avais plutôt des bonnes notes. Ouais. Non, je suis pas surpris. J'étais plutôt, j'adorais lire, j'adorais écrire. J'essayais d'avoir aussi les meilleures notes, parce que du coup la question quand je rentrais à la maison, c'était quelle est la meilleure note? Et du coup tu disais j'ai eu 15, mais non, la meilleure note c'est 17. Ah ouais, mais pourquoi? Donc il y a pression. Déjà l'esprit de compète, quoi. C'est ça, il y a déjà mais voilà, je m'amusais bien à l'école, j'aimais bien apprendre, j'avais des profs, moi j'ai de la chance et je suis encore en contact avec mes profs d'école primaire, qui étaient super. Vraiment, que je prends plaisir à revoir maintenant, et des fois je les appelle maîtresses. Ils aiment pas trop parce que ça les vieillit quand même, il s'est passé quelques années depuis. Mais voilà, franchement, j'ai eu des profs plutôt globalement très sympas, qui nous ont encouragés. Bon, après il y a des profs aussi qui nous ont dit à la fin du collège, si tu vas aller dans tel lycée, ça va être compliqué, mais bon, nous on était têtus, donc y a pas de souci, on y a été quand même. Mais voilà, plutôt bonne élève, plutôt curieuse, très bavarde. Ça c'était fin d'année, c'était ça sur mon trop de bavardage. Voilà. Très bonne note, mais trop de bavardage. C'est ça. Tu t'as dit nous plusieurs fois. Tu parles de tes frères et sœurs? Tes amis, tes copains? Oui, je pense. Les amis. Alors j'ai une copine depuis depuis la primaire. Ouais. Où du coup on s'est suivis donc au collège, on s'est suivis au lycée, où on s'est bien serré les coudes, et puis après nous globalement c'était un peu pour mes frères et sœurs, c'était vraiment, il fallait réussir par les études, il fallait être studieux, donc voilà. Tu sais d'où ça vient, ça, peut-être chez tes parents, cette volonté de vous pousser à avoir
les meilleures notes et faire plus que les autres, pas uniquement donner le meilleur que de soi-même, mais en plus être le premier, quoi, ou la première. Bah, en fait, ça vient du fait que quand eux, ils sont arrivés en France, parce que mes parents, ils viennent du Nigeria, donc je suis française et nigériane. Ouais. Donc, ils sont arrivés un peu comme dans le livre Americana, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais en gros, ils sont arrivés avec plein de projets, plein de rêves. Ils ont appris le français ici, parce que du coup, c'est l'anglais, la langue officielle au Nigeria. Et ils ont fait des études, et en fait, donc ils ont eu tous les deux une licence, mon père en AES et ma mère en sciences de l'éducation. Et après, quand ils ont commencé à chercher du travail, c'était un peu compliqué, parce que c'est encore compliqué aujourd'hui quand on est extra-européen. Donc ils ont eu pas mal de difficultés à trouver, et pour éviter que ça nous arrive à nous, ils nous disaient qu'il fallait vraiment tout faire pour faire des études, pour avoir un métier derrière. Et globalement, c'était un peu le discours de tous les parents autour de moi plus jeune. Et c'était très drôle parce que même ceux qui faisaient un peu tout et n'importe quoi en classe, dès qu'arrivait l'heure du contrôle, bon, comme ils avaient rien appris, forcément ils savaient pas, mais ils essayaient quand même de tricher. Pour essayer d'avoir la moyenne, pour justement que papa maman s'énerve pas trop après. Ouais. Et voilà, donc c'était vraiment l'idée de nous on galère un peu, mais on n'a pas envie que nos enfants passent par les mêmes difficultés, donc les études. Ouais. Et mais c'est, enfin, je suis pas étonné, tu vois, j'ai beaucoup de copains aussi, tu vois, dont les parents ont immigré en France. Et ils ont tous une espèce de hargne et une hargne pas dans le sens de la colère, tu vois, mais une résilience et une volonté de réussir, je trouve, qui est supérieure à la moyenne, quoi. Et à chaque fois, ça vient souvent effectivement des parents qui veulent un monde meilleur, quoi, pour leurs enfants. Et tu t'es retourné un peu au Nigeria, tu as toujours des accroches émotionnelles. Oui, j'ai de la famille encore là-bas. J'y suis allée la dernière fois en 2015. Ouais. Et j'y suis allée toute seule, donc c'était genre le grand saut. Je voulais y aller sans mes parents. Je voulais un peu voir le pays différemment, et donc j'y suis allée. J'étais chez un cousin et j'ai bien apprécié en fait, parce que c'est vrai que quand on y va avec les parents, bon, ils sont un peu peur, il faut pas aller ici, il faut pas faire ça. Donc du coup, j'en avais pas gardé un super souvenir, voilà, pour être très honnête. Et là, 2015, j'y suis allée. Franchement, je me suis bien amusée. J'ai essayé de conduire. Je sais pas si vous connaissez, mais au Nigeria, surtout à Lagos, en fait, c'est le fameux go slow, en fait, les bouchons qui durent, mais vraiment, ça peut durer 2 heures, en fait. C'est juste infernal. Pas un centimètre, c'est infernal. Et donc, à un moment donné, je sais pas, mon cousin, il voulait que je conduise, et puis j'ai touché la voiture de devant, au secours. Donc, il a fallu s'excuser pour dire non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ouais, si vous savez conduire là-bas, je pense que vous pouvez vous en sortir dans n'importe quelle bouche du monde. Ouais, bah, c'est sûr que moi je connais bien Dakar. Alors je pense pas que ça soit au niveau de Lagos, mais en tout cas ça vaut déjà le détour quand même, et quelques fous rires quand on conduit pas. Mais faut être patient, faut pas être pressé. Ah, moi je me suis amusée à voir des gens qui s'embrouillaient dans la rue, mais pour rien en fait, parce qu'il y a un carrefour qui est bouché, donc il y a des gens qui viennent faire la circulation, et puis t'en as d'autres qui s'insultent en rigolant, et puis à la fin 5 minutes plus tard l'affaire est finie en fait. Et moi j'ai trouvé ça mais vraiment super. Non, c'était cool quoi. Mais, trop chouette. Et t'as dit que t'avais commencé à l'athlé à 12 ans, que c'était venu assez naturellement, t'aimais courir et tout, et tu te souviens un petit peu de tes premiers pas, de ce qui t'a plu, de ce qui a créé des émotions chez toi, et ce qui t'a donné envie de vraiment de continuer à en faire?
Je pense que ce qui était hyper sympa, c'était de retrouver un groupe de camarades d'entraînement, en fait. Donc on avait un bon groupe de filles, c'était sympa. Voilà, on s'amusait, ça permettait aussi de faire autre chose. Et puis, moi, je prenais plaisir aussi à gagner. Alors, avant de faire du sprint, j'ai fait quand même du cross, j'ai fait un peu de saut, j'ai fait un peu de tout. Donc, mais c'était surtout, on va dire, l'esprit un peu famille que tu retrouves au stade, les copines, tu les retrouves là. Enfin voilà, moi j'avais pas de, enfin on sortait pas parce qu'on était petits. Donc en gros c'est on va à l'école où on va faire des activités. Donc du coup c'était pas mal d'avoir un peu son monde à soi par le sport quoi. Ouais, ok. Et t'as vite eu des résultats un peu plus probants que tes camarades justement d'équipe? Ouais, assez vite en fait, je gagnais au championnat de Paris, je gagnais un peu presque tout. Enfin, du coup, je gagnais au sprint, je gagnais même au poids, je gagnais à la hauteur, je gagnais à la longueur, au triple saut, même au cross, j'arrivais à aller jusqu'au niveau d'Île-de-France, alors que bon, franchement, c'était pas extraordinaire ce que je faisais. Donc du coup, ça m'a encouragée. Et puis nous, à Paris, on a le championnat, on a une compétition qui s'appelle Paris-Bruxelles. Donc la ville de Paris qui affronte la ville de Bruxelles. Et c'est Benjamin minime. Et du coup, ça permettait déjà de partir. Une année sur 2, c'était à Paris et l'autre année sur Bruxelles. Et en minime, moi, j'étais capitaine de l'équipe. Donc déjà, on se dit, c'est pas mal quand même d'être capitaine, de gagner. Donc je faisais des bons résultats déjà. Donc je revenais chez moi avec plein de médailles, donc j'étais super contente. Et puis aussi je m'amusais beaucoup, donc voilà, les deux ensemble ça marchait bien. Ouais. J'ai peut-être posé une question un peu bête, mais à cette époque-là il y avait Marie-Josée Pérec, non, qui me semblait qui raflait tout. Enfin c'était son période de pic. Et je me rends pas compte à quel point, vu que j'ai pas fait d'athlé, à quel point son aura ou ses performances, tu vois, ont eu de l'influence, tu vois, sur des jeunes filles qui font les mêmes disciplines, tu vois, en l'occurrence du sprint ou du très court. C'était, je sais pas, enfin, toi, t'en gardes un souvenir particulier ou c'est pas des performances qui t'ont plus marqué que ça? Parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'il y avait, en tout cas, moi, c'est quand j'entends ma maman, hein, peut-être que ma maman a peut-être un gros biais, mais j'ai l'impression que c'était, tu vois, la star, tu vois, vraiment de l'époque dans l'athlé. Et si en fait ce qui est drôle c'est que quand on connaît pas l'athlé, enfin moi personnellement quand je regardais les courses de 400 je me disais c'est beau, mais en même temps je me disais pourquoi est-ce qu'ils sont tous fatigués sur la dernière ligne droite. Et franchement je me disais mais pourquoi il faut continuer d'accélérer, etc. Et en plus l'athlé à la télé c'est magique, c'est beau, techniquement ça donne envie, il y a de la compétition, il y a de l'enjeu, ça se passe plus ou moins bien pour les gens, donc c'était hyper inspirant. Moi j'adorais regarder tous les championnats et je regardais Pérec, je regardais Johnson, je regardais aussi Othé, après un peu plus tard je regardais aussi Christine Aron, Marion Jones, et je trouvais ça beau. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme et que je voyais qu'en fait, c'était un peu compliqué quand même de faire un 400 mètres, je me suis dit, en fait, c'est pas que beau, en fait, c'est hyper dur aussi. Et du coup, je pense que oui, c'était assez inspirant de les voir gagner. Il y avait quand même pas mal d'athlètes à la télé, de suivre les championnats, d'être un peu stressé à l'approche du départ, de regarder un peu les mimiques aussi, de concentration. Donc on regarde, on nous dit on a envie d'être aussi à leur place, on se demande par quel parcours ils ou elles sont passés pour être des champions. Et puis après, au fur et à mesure, on apprend que c'est aussi beaucoup de travail, que le 400 mètres, ça pique. Ça pique, voilà. Et du coup, moi, je fais surtout du 100 mètres, très peu de 200, donc 400 pas du tout.
Mais si, c'est hyper beau en fait quand on regarde juste comme ça, on les voit, on se dit. Et puis il y a de l'enjeu quand on se dit attends, est-ce qu'un tel va dépasser l'autre à tel moment Et quand on est petit, on n'y comprend rien en fait. À la course en soi, on voit le départ et puis on se dit allez. Et, non, qu'est-ce que tu fais? mais après, moi je sais qu'elle était venue nous voir quand on était en junior pour nous encourager avant le championnat du monde. Et on était tous fans, enfin on voulait tous une photo quoi, parce que c'est Marie-Jo. Et en plus moi j'étais au Stade Français, donc elle a les records, et il y avait aussi Galfionne, donc on se dit il y a eu 2 champions olympiques quand même dans le club, c'est assez motivant quoi. Bah, tu m'étonnes. Mais c'est marrant parce que tu as mentionné quelque chose qui moi me semble évident, mais qui je pense presque jamais mentionné sur toutes les interviews que j'ai fait, c'est que tu as recherché le parcours que peut-être du coup des athlètes un peu plus âgés et plus expérimentés que toi avaient fait pour y arriver. Moi, ça me semble évident que tu vois, quand tu as envie d'arriver au niveau de quelqu'un ou de faire à peu près quelque chose de similaire, qu'il faille absolument tu vois, se renseigner sur son parcours et essayer pourquoi pas de le calquer ou de s'en inspirer. Ça, c'était quelque chose dont tu as eu conscience jeune, d'essayer de reproduire. Enfin, je trouve que c'est déjà c'est une forme d'intelligence rare, tu vois. Les gens pensent pas toujours, tu vois, ils voient que le résultat. Ils pensent pas tout le chemin parcouru. Mais toi, jeune, tu as eu envie du coup de te dire, ok, si elle a fait comme ça, je vais essayer de prendre une voie un peu similaire. Ou... en fait, j'étais curieuse surtout de savoir par où ces athlètes sont passés, le travail qui a été fait. Après, ça veut pas dire que j'étais dans les mêmes conditions d'entraînement ou autre, mais ça m'intéressait de comprendre un peu mieux le chemin, parce que c'est vrai qu'il y a la beauté du geste quand la personne elle court, et puis après il y a tout le travail qui est fait en amont pour arriver à cette beauté du geste. Donc ça, oui, j'étais assez curieuse de comprendre, et du coup c'est là où je suis peut-être un peu plus une cérébrale, c'est que même quand moi j'apprends et que je m'entraîne, j'ai besoin de comprendre le geste. C'est pas juste en le voyant que je vais le refaire. J'ai besoin de mécaniquement comprendre comment c'est fait, comment la jambe elle passe à tel endroit, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'apprends. Ok, mais c'est hyper intéressant sur les méthodes d'apprentissage. Mais tu vois, cette façon un peu de s'inspirer des autres, est-ce que tu le refais un petit peu aujourd'hui à l'heure actuelle avec justement les différents parcours que tu es en train et les différents projets que tu es en train de mener? Est-ce que tu vois, que ça soit avec la CAN, que ça soit justement avec la mairie du 18e, tu t'inspires aussi du parcours d'autres personnalités? Oui, je m'inspire beaucoup. Récemment, je travaillais sur le projet d'Alice Mia, par exemple, qui est une des pionnières dans le sport féminin. Et c'est hyper intéressant de voir que aujourd'hui, quand on parle de parité, en fait, il y a 100 ans, on en parlait déjà. On parlait déjà de l'accès au sport féminin, du fait que on en était capable et qu'il fallait bousculer un peu les mentalités de l'époque. Et je pense aussi que tu peux dire, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas qui est Alice Mia. D'accord. Et si tu peux même nous dire un petit peu de quoi ce projet, en quoi ce projet constitue, tu vois, ça serait génial. Donc du coup, alors Alice Mia, c'est une Nantaise d'origine qui en 922 en fait a créé les premiers Jeux mondiaux féminins, parce qu'en fait à l'époque on considérait que les femmes ne pouvaient pas, n'avaient pas leur place en fait dans le modèle sportif, c'est-à-dire de participer aux Jeux Olympiques parce que c'était pas gracieux, parce que c'était pas pour elle, etc. Et donc elle s'est battue toute sa vie pour qu'en fait on puisse participer aux Jeux Olympiques. Et donc voilà, elle a fondé ces Jeux mondiaux, et elle est morte en fait totalement dans l'anonymat, alors que c'est grâce à ces actions qu'elle a pu faire à l'époque que nous, athlètes femmes, aujourd'hui, on participe aux Jeux Olympiques. Et donc, le projet était tout autour de la mémoire de ce qu'elle a fait dans le sport. Et comme elle est morte vraiment dans l'anonymat, pas de pierre tombale, vraiment rien du tout. L'idée, c'était de faire en sorte qu'elle ait une œuvre d'art au sein du comité olympique. Donc, on a travaillé avec
une école d'art, une école publique, l'ENSAMA Olivier de Serres, avec qui du coup on a défini tout un projet. Nous on est parti aussi dans l'école leur partager aussi des valeurs autour du sport, parce qu'en fait on parle souvent de culture, de culture, de sport, que ça devrait être lié, et en fait parfois c'est des mondes qui sont assez pas opposés, mais qui sont assez éloignés, et donc on a voulu justement faire le lien, et pour que les étudiants puissent mieux maîtriser le projet, pour que ça puisse aussi plus les inspirer. On leur a parlé d'Alice Mia, de sa vie, de l'olympisme, du sport en général. Et du coup, le 8 mars dernier, on a inauguré cette œuvre d'art d'Alice Mia au sein du CNOSF, donc qui est pas très loin de Pierre de Coubertin. Ils sont pas du tout en concurrence comme pour certains qui peuvent se poser la question, mais vraiment pour rendre hommage en fait à tout le travail qu'elle a fait. Et je trouve que son parcours il est assez inspirant aujourd'hui, où on pose des questions de société sur la place de la femme sportive dans les fédérations, quand on parle aussi de tout ce qui est la vie d'une femme pendant sa carrière. En fait, on se rend compte que c'est des combats qui datent d'il y a très longtemps, qui ont été menés, qui ont été difficiles. Et je me dis qu'aujourd'hui, quand on en est aujourd'hui à avoir des débats sur effectivement le congé maternité, dont il y a actuellement une volleyeuse qui est attaquée par son club parce qu'elle est enceinte, et qu'on est en 2021, je me dis mais quel courage il lui a fallu en 1920 pour porter ces sujets-là autour de personnes qui étaient encore plus hostiles sur le sujet. Donc ça c'est important en tout cas qu'aujourd'hui elle soit connue, et que ça fasse aussi évoluer les mentalités. Mais en tout cas c'est un super chouette projet quand vous m'en aviez parlé toutes les deux. Là, je suis tout de suite allé voir un petit peu et aller me renseigner, et c'est vrai que on manque, je trouve globalement, tu vois, à l'école, on parle peu de la culture du sport. Comment est-ce que le sport s'est créé? Alors, on va avoir le mythe grec, tu vois, sur les Jeux Olympiques. On va avoir des petites touches comme ça, mais en fait, il y a plein de choses sur l'histoire du sport, tu vois, qu'on connaît très peu, quoi, et qui sont pas enseignées, alors que je trouve que ça façonne une société, et ça te permet de. Puis il y a eu tellement d'événements politiques, tu vois, par rapport autour de différents événements sportifs. C'est brillant. Et tout. Je me demandais si je te posais la question maintenant ou plus tard, mais bon. Mais c'était justement, tu vois, quand tu constates que 100 ans après, le débat est toujours là. Bon, il a certes évolué, avancé, tu vois. Il a quand même, on est quand même plus au même stade, en tout cas, je l'espère. Il n'y a pas un petit côté un peu décourageant, ou qui peut même, tu vois, te mettre un petit peu en colère par rapport à tout ça, tu vois? Comment est-ce que, je sais pas si toi, Alice Mia, tu la connais depuis, si tu la connaissais avant de commencer ce projet-là, mais tu vois, moi, je sais que j'aurais été pris d'un espèce de combat, de me dire, ok, il faut que ça se sache, il faut faire le maximum. Mais la question, c'est un peu de savoir, est-ce que c'est pas décourageant parfois de voir que sur des périodes de temps si longues, là on parle de 100 ans quand même, les choses est si peu avancées, alors quand on est une sprinteuse en plus, tu vois. En fait, est-ce que c'est décourageant? Je dirais que non, ça peut être pénible de se dire que ça n'a pas pu s'avancer, mais après, je pense que c'est nécessaire de continuer, en fait, de continuer à pousser pour que ça bouge, et que un jour, peut-être prochainement, c'est ce qu'on espère aussi, parce que c'est aussi en espérant que les choses vont évoluer rapidement là dans les années qui viennent, on se dit que c'est important de ne pas lâcher sur ces sujets-là, d'en parler. Là, sur Alice Mia, c'est très bien, ça a permis aussi de parler de la femme dans le monde du sport, et ça a permis d'ouvrir les débats sur la parité dans les instances fédérales. Ça permet aussi je l'espère prochainement, de s'interroger aussi sur la prise en compte de la maternité pendant la carrière sportive. Donc
Moi, je vois plutôt le fait que le combat qu'elle a mené il y a 100 ans, oui, il a fallu bien tout ça d'années pour que ça bouge. Mais ça commence à bouger. C'est long. Ça, c'est sûr. Mais je pense que pour des personnes comme elle, ce qui compte, c'est que ça finisse par arriver. Ouais. Même si de son vivant, elle l'a pas vu, mais il faut continuer en fait à en parler, et il faut continuer à avancer sur ces sujets. Ouais. Et c'est vrai que je suis pas tellement défaitiste parce que je me dis que si on le fait pas, de toute façon, il se passera rien. C'est sûr. Voilà. Et donc, et que des fois, quand on fait des choses, il se passe rien non plus, ou il se passe des choses bien plus tard. Mais c'est sûr que quand on fait rien, il se passera rien. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres solutions que de continuer d'en parler et d'espérer que ça va aussi au niveau de la société, qu'il y aura qu'il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus forte, et que ça va générer des avancées, surtout pour la génération qui vient derrière. En fait, ça sera pas tant pour la mienne, ça sera plutôt pour les jeunes filles là qui ont 15 ans, qui ont envie d'être sportifs de haut niveau, qui savent pas trop comment voir les choses. Ça peut rassurer aussi les parents. Et puis pour les sportives plus âgées ou autres qui ont envie de s'engager aussi dans les instances fédérales, de voir que c'est possible, qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que ça se réalise. C'est aussi un beau message pour toutes celles qui sont intéressées. Ouais. Mais tu vois, je voulais faire effectivement pas mal de passerelles, tu vois, un peu entre la vie d'athlète et effectivement là plus une vie professionnelle ou la vie de l'engagement. Et tu vois, ce que tu as dit, ça m'a fait sourire, parce que si on fait rien, les choses n'avanceront pas. Tu vois, je trouve que c'est vraiment une des qualités que peuvent avoir justement les athlètes, c'est que si je sors pas de mon lit et que je m'entraîne pas, il y aura pas de résultat, quoi. Et du coup, tu vois, je suis étonné et en même temps très heureux de pouvoir parler aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a finalement pas tant d'athlètes qui s'engagent dans alors de plus en plus. Enfin, il y a quand même une génération un peu différente, mais et on sent qu'il y a de plus en plus de débats, et que ça libère la parole, et que du coup tout le monde a envie de plus en plus de gens ont envie de prendre le sujet, et aussi d'apporter leur pierre à l'édifice, quoi. Mais toi, à l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager justement sur le sujet de la femme dans le sport, sur le sujet de l'égalité dans le sport? Est-ce que tu vois, il y a eu un truc, je sais pas, une histoire dans ton enfance? Est-ce que c'était un cheminement où tu avais envie tout simplement de défendre quelque chose, tu vois, que d'autres, tu vois, je me pose toujours la question du pourquoi. J'ai l'impression que derrière tous les grands athlètes, des fois, il y a soit une petite colère ou un petit truc dans l'ego qui fait qu'ils aient envie de se transcender. Moi, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'engager? Pourquoi est-ce que tu as envie de faire tout ça? Déjà, je me suis engagée parce que je voulais... parce que je pense, encore plus aujourd'hui, que justement, il y a beaucoup d'athlètes qui ont envie de partager des choses, qui ont envie qui ont des avis, qui ont des choses hyper intéressantes à dire, et qui n'osent pas le faire. Après, moi, je pense que, comme je disais, j'étais peut-être plus une petite fille dans ces livres qu'une fille sportive, et aussi montrer que le fait d'être une fille n'empêche pas, en fait, de faire du sport de haut niveau, n'empêche pas d'avoir une vie, on va dire, classique quelque part, et un peu déconstruire les stéréotypes qu'on peut avoir sur le fait qu'on soit un peu musclé, sur le fait que on se marie pas à tel âge parce qu'en fait on a d'autres ambitions, en fait, et qu'on existe en tant que tel. Et donc je pense que c'est un ensemble de choses, de tous ces éléments là qui font que je me suis présentée en 2017 en me disant que j'aimerais bien à la fois partager mon parcours, parce que
en plus du sport, du coup, j'ai fait des études à côté. Donc, ça voulait dire aussi des difficultés à gérer les deux, à concilier les deux. Ça voulait dire aussi des journées assez longues. Il n'y a pas si longtemps, c'était quand même assez mal vu de vouloir poursuivre ses études. Ça voulait dire avoir pas suffisamment d'ambition pour réussir dans le sport. C'était reproché. Aujourd'hui, au contraire, on dit que c'est une bonne chose parce que c'est important de préparer sa reconversion. Mais il y a quelques années, c'était plutôt le contraire. Et ça, j'en discute sans aucun problème avec les élus de ma fédération. Hein, mais il a fallu quand même déconstruire aussi des choses sur le parcours pour qu'aujourd'hui, je puisse me sentir mais vraiment à ma place aussi au sein de la CAN ou même en tant qu'élu. Hein, parce que je pense que c'est ces parcours-là, c'est ces difficultés-là qu'on peut avoir sur le chemin qui nous rendent aussi légitimes et qui nous permettent d'être aussi, réceptifs aux difficultés que les uns et les autres peuvent avoir. Et l'idée, c'est pas tant de dire tout va mal, hein, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on peut co-construire avec vous. Et c'est un peu aussi le sujet là de la proposition qu'on a faite pour le projet de loi démocratiser le sport en France. C'est vraiment de faire en sorte que les sportifs puissent avoir voix au chapitre, que les sportifs puissent aussi mieux connaître le monde fédéral, parce qu'en fait, finalement, quand on reproche aux sportifs de pas s'engager, de finir leur carrière et puis de sortir un peu, on va dire, des radars, c'est parce qu'en fait, on est très éloigné de ce milieu-là. On le connaît très mal. On le connaît très mal. Et nous, par exemple, à la commission des athlètes du CNOSF, on s'est aussi rendu compte que se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin pour se sentir à l'aise, pour s'exprimer, de quoi est-ce qu'on a besoin pour porter des propositions, et qu'il y a aussi tout un volet de formation qui est nécessaire. En fait, on n'a pas tous le même parcours, alors ni sportif, ni scolaire, ni professionnel, mais par contre, quand il y a cette volonté de vouloir s'engager, il y a aussi un besoin d'être accompagné, et le fait d'avoir ces commissions d'athlètes dans les fédérations, c'est une superbe passerelle aussi pour mieux connaître le mouvement sportif, pour mieux connaître le fonctionnement de sa fédération, et aussi pour être accompagné à des futurs postes de responsabilité dans sa fédération. Donc c'est aussi tout bénef à la fois pour les fédés, pour les athlètes, et je pense que les athlètes se sentent de plus en plus aussi légitime à prendre la parole. Peut-être que par le passé aussi, c'était un peu plus compliqué. On a aussi plus de médias aussi. On a plus de... Aujourd'hui, on est dans de la société de la communication, donc c'est peut-être plus facile de s'exprimer sur différents sujets. En tout cas, c'est peut-être plus facile d'avoir sa voix qui est relayée que par le passé. Mais je pense que c'est aussi important qu'on puisse montrer l'athlète, pas que sur le volet de la performance, mais aussi qu'on puisse montrer toutes les idées, toutes les initiatives en dehors, le fait que avant d'être des athlètes, on est des citoyens, et qu'on a aussi des combats dans la vie de tous les jours qu'on mène ou qu'on souhaite mener, et c'est bien de les relayer. Ouais. Mais écoute, je suis trop content qu'on puisse aborder un peu ces sujets, parce que on va essayer de pas trop perdre les auditeurs, parce que ça devient technique. Hein. Oui. Donc il y a non, mais moi j'adore. Tu vois, tu vois, comme je suis, tu l'as très bien dit. Les athlètes connaissent très peu le monde fédéral. Moi, je viens plus du côté des athlètes. Alors, avec l'âge, j'ai mûri et je suis très intéressé par effectivement les institutions, et aussi pour tout ce qui est plus business, tu vois, la partie plus, on va dire, professionnelle, même si c'est pas le bon mot, mais du coup, tu vois, je suis très content parce que du coup, on pourra avoir quelqu'un qui a la double casquette et qui connaît vraiment les deux mondes. Et j'étais complètement ignorant, tu vois, même avant de commencer ce podcast il y a 1 an et demi, je savais même pas ce que c'était que le CNOSF. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, avec tes mots, du coup, d'athlète et maintenant qu'il vit de l'intérieur, qu'est-ce que cette institution?
Et qu'est-ce qu'est la CAN à l'intérieur de cette institution? Du coup, le CNOSF, donc c'est la c'est le Comité national olympique et sportif français. Ouais. Donc c'est un représentant du mouvement sportif et notamment du mouvement olympique. Donc tout ce qui est du coup autour des Jeux Olympiques, de l'organisation de l'équipe de France olympique, et puis des interactions aussi, des échanges avec les fédérations. Donc c'est un gros organe décisionnel où se posent des questions à la fois sur les JO, mais pas que, vraiment. Ouais. Donc quand on dit, peut-être même pour clarifier, quand on dit le comité olympique, en fait on parle du CNOSF, voilà, et on fait juste un abus de langage à la radio ou à la télé ou peu importe pour raccourcir l'expression. C'est ça, mais c'est le comité olympique. Et du coup, on a des comités olympiques dans chaque pays qui sont sous l'égide du comité international olympique où, en gros, la différence avec les autres, on va dire, structures fédérales internationales, c'est que on a toutes les fédérations à la fois olympiques qui sont dans ce mouvement sportif et aussi toutes les fédérations qu'on dit affinitaires, donc qui font pas forcément du sport de haut niveau, mais qui proposent du sport pour tous, par exemple. Et on a aussi des sports non olympiques, mais qui ont des facettes de haut niveau. Donc ça regroupe vraiment un mouvement sportif assez large. Et nous, à la commission des athlètes, donc on a une commission des athlètes au sein de ce comité olympique. Donc on est des athlètes, on est 2 représentants par sport olympique, et il y a une ouverture aussi avec des sports qui vont devenir des sports olympiques là en 2020 et puis en 2024. Et le but de cette commission, c'est vraiment d'être un relais de la parole des athlètes, de nos fédérations, pour justement faire en sorte que la problématique ou des retours des athlètes soient pris en compte dans des projets ou dans des prises de décision. C'est une commission qui est en place depuis un certain nombre d'années, et c'est vrai qu'il n'est pas très très connu, mais ce qu'on essaye de faire, en tout cas ce qu'on a essayé de faire sur le dernier mandat, ça a été de solliciter un peu plus les athlètes via des questionnaires pour recenser un peu les besoins sur le suivi socio-professionnel, sur les besoins juridiques. Ça a été aussi de travailler par exemple sur le sujet des violences sexuelles dans le monde du sport, et ça a été de travailler vraiment plus dans une logique de co-construction et de faire en sorte que la CAN soit un peu mieux reconnue aussi. Et voilà, on est bénévole, on a décidé aussi du coup de s'engager, et c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que comme on est à la commission des athlètes du CNOSF, on interagit avec le CNOSF, mais parfois on est aussi sollicité par le ministère, on peut être sollicité par l'ANS, et c'est aussi intéressant justement d'avoir ces informations-là et de pouvoir les relayer à la fois aux athlètes et puis à nos fédérations respectives. Ouais, ok. Donc votre mission, c'est vraiment effectivement de porter la voix de tous les athlètes, mais du coup à la fois au CNOSF, mais aussi pour les fédérations, du coup, si j'ai un peu compris, parce qu'il n'y a pas l'équivalent de la CAN à l'intérieur des fédérations. Il y a que 5 commissions d'athlètes aujourd'hui sur les 36 fédés olympiques. Okay. Donc voilà. Pour tous les autres. faudra revenir pour plus tard. Et tu sens que, tu vois, moi de l'extérieur, et effectivement pour parler à beaucoup d'athlètes, j'ai l'impression que quand même les choses évoluent dans le bon sens petit à petit, et qu'on essaye effectivement de sortir un petit peu l'athlète de sa case, va courir et court, et puis le reste on s'en charge, pour caricaturer, et est-ce que toi t'as vu peut-être des grosses évolutions, peut-être pas forcément sur les chantiers qui ont été réalisés, vous avez encore peut-être peu de moyens ou peu encore d'impact, mais tu vois, mais déjà au niveau de la considération, tu vois, sur les fédérations qui ont un peu une image un peu vieillissante, très politique, très fermée, où chacun veut garder un peu sa place. C'est pas c'est un ressenti, tu vois ce que je dis, moi je vois pas. Mais du coup, est-ce que tu sens que là aujourd'hui, vraiment la place de l'athlète par rapport justement à ces institutions, elle évolue,
C'est la première question. Et la deuxième question, c'est un peu de savoir qu'est-ce qui reste encore à faire et jusqu'où on peut aller, en fait, finalement. Alors, la place, elle évolue. Par exemple, je vais revenir sur le projet de loi, en fait. Donc, du coup, moi, j'étais référente sur le sujet. Pendant presque 2 ans, on a discuté longuement avec les présidents des fédérations. Je vais faire un petit sourire ironique. Non, mais on a discuté. Franchement, ça a été. Il a fallu argumenter parce que au départ. Parce qu'au départ, vraiment, les retours qu'on avait, c'était mais les athlètes ne s'engagent pas, les athlètes ne viendront pas, les athlètes sont trop occupés. Et c'était vraiment ce type d'argumentaire. Et puis un jour, on m'a dit oui. Et puis en 1984, on avait des commissions d'athlètes, et ça fonctionnait pas, ou je sais plus quelle année. Puis j'ai dit, ça tombe bien, on est en 2019, peut-être qu'on pourrait mettre en place quelque chose et puis surtout l'accompagner, c'est-à-dire pas juste dire on met en place une commission des athlètes, c'est vraiment qu'on y réfléchisse ensemble sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Et au fur et à mesure, quand même, on est arrivé donc au congrès du CNOSF qui a été organisé fin janvier dernier. On a proposé à nouveau, du coup, parce que l'idée, c'était de valider les propositions qui avaient été travaillées en groupe de travail pour cette proposition de loi. Et donc, il y a eu des questions à nouveau sur est-ce que c'est pertinent, mais ça a été voté à plus de 79%. Donc, pour moi, c'est quand même une grosse victoire, et pour nous à la CAN aussi, plus globalement, parce que ça veut dire qu'on a réussi aussi, par notre travail, à leur faire comprendre que en fait, l'engagement, c'est aussi quelque chose qui s'accompagne. C'est-à-dire que dire simplement ça ne marche pas, c'est pas une réponse. C'est-à-dire, c'est pareil quand on a les débats sur la parité et que les gens vont vous dire oui, mais il n'y a pas de femmes. La question, c'est pas qu'il n'y ait pas de femmes, en fait. La question, c'est comment est-ce que vous accompagnez les femmes qui veulent justement prendre des responsabilités dans les instances, à ce qu'elles puissent être outillés pour le faire. Et c'est pareil pour les athlètes, c'est comment est-ce que vous accompagnez ceux qui ont envie de s'engager, qui ont envie de justement de mieux connaître ce milieu fédéral, et comment vous les outillez, comment vous les formez, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit une instance qui fonctionne. Et là, le discours est un peu différent. On n'est plus sur il faut pas parce que, mais on est plus sur du comment. Et pour moi, quand on est sur du comment, on est déjà en train de construire la solution. Donc ça montre aussi une évolution. Et c'est vrai que sur cette proposition, on a aussi été beaucoup soutenu par Denis Massiglia. Donc c'est important aussi de le dire, parce que le CNOSF était aussi un soutien. Et ça montre aussi qu'il y a des choses qui bougent aussi dans la perception que les fédérations peuvent avoir sur les athlètes. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas dire que c'est tous les présidents de fédération. Mais 79%, ça nous va. Non, c'est bien. On peut pas avoir des copains partout. Non, mais 79% sur 100 votants, c'est bien. Voilà. C'est une belle victoire. Ouais, mais c'est déjà un beau pas, ouais. C'est déjà un très très beau pas. Et tu sens qu'avec le temps, on va peut-être vous donner encore plus de voix, encore plus d'impact, encore plus de projets que ce qu'il y a. Je pense qu'il va falloir continuer à travailler pour, et puis à montrer aussi qu'ils ont raison de nous faire confiance. C'est-à-dire qu'on va pas nous donner une place pour nous donner une place. Je pense que là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut être force de proposition et de construire ça avec eux. Ouais, ok. Et du coup, toi, tu portes un peu tout ça. C'est pas trop dur de bosser avec des athlètes? Avec des athlètes? J'imagine que tu t'es bien entouré avec ceux qu'il fallait. Non, ça va. Les athlètes, non. Après, les athlètes, on s'entend bien globalement. Après, en fonction des sujets, on est plus ou moins. Certains sont plus ou moins intéressés. Donc, et puis, mais après, je pense que nous, côté athlète, les sujets, c'est plutôt que certains se sentent aussi légitimes à prendre la parole et à participer, parce que c'est vrai que pour certains, il y a un peu de timidité. Pour d'autres, c'est vrai que il y a aussi la peur de se positionner sur tel et tel sujet par rapport à la fédération. C'est des sujets de fond hyper engageants, tu vois, quand vous parlez de
de congé maternité ou de, tu vois, de protection sociale autour des mères athlètes. C'est des sujets profonds, quoi. C'est pas des sujets faciles. Donc, je peux comprendre que aussi, tu vois, certaines personnes, tu vois, aient du mal à se dire, bah, est-ce que je suis légitime pour donner mon avis sur des sujets à la fois si importants et en même temps si impactant et aussi compliqué à traiter, quoi, parce que il faut avoir tous les mais en fait, les justement, tu vois, quand t'es un homme, est-ce que tu te sens légitime à parler de maternité? Oui. Enfin, en fait, justement, pour moi, c'est un sujet des hommes et des femmes, en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est... Et on a vu... Enfin, parce que, en fait, moi, je sais que quand j'ai eu ma petite, même des athlètes me disaient, mais comment tu vas faire pour garder ton enfant? Du coup, je disais, mais attends, quand toi, tu as ton enfant, tu te poses la question de qui va s'occuper de ton enfant. Enfin, du coup, c'est bon, t'es gentil, mais a priori, ça c'est juste deux, quoi. Et du coup, il y a aussi cette prise de conscience des deux côtés de se dire, la femme athlète, elle peut avoir un enfant et continuer sa carrière et s'organiser comme finalement ce qui se passe dans le monde du travail. Enfin, c'est-à-dire que les femmes, elles ont un enfant, elles ont un congé mat et puis elles reviennent. Et puis il y a plein de solutions aujourd'hui pour faire garder son enfant, pour travailler, mais c'est pareil que le sujet du racisme, c'est-à-dire que nous, on a lancé un groupe de travail aussi au sein de la CAN sur la lutte contre les discriminations. Et c'est vrai que pour beaucoup, il y en a qui se sentaient pas légitimes en disant moi je suis blanche, j'ai jamais été victime de racisme, qu'est-ce que je peux bien dire sur le racisme? Et moi, ma réponse, c'est oui, mais c'est un combat de tous, en fait. C'est pas un combat des personnes qui sont victimes du racisme, parce que sinon, ça reste un combat, on va dire, communautaire. L'idée, c'est justement que ce soit dénoncé par tous et qu'on ait été victime ou pas victime, justement. Au contraire, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas été victimes de se rendre compte de quoi on parle, en fait. Parce que c'est pareil, si je dis moi j'étais victime une fois, j'ai une propriétaire, alors elle pensait, je pense, que mon nom de famille avait une consonance japonaise. Okay. Alors et du coup on va pour visiter et plus on se rapproche d'elle et plus je vois que elle vient de comprendre que je suis la personne et que ça lui va pas du tout, en fait. Et du coup, elle a refusé de nous faire visiter l'appartement. Okay. Bon, du coup, mon conjoint, sur le moment, il comprend pas. Moi, je dis, ça sert à rien, de toute façon. Voilà, la messe est dite, quoi. La personne, elle dit, elle vous a vu vous garer, vous n'êtes pas en retard, elle vous dit, vous avez 15 minutes de retard, c'est irrespectueux. Puis je lui dis, ça, c'est du racisme. Là, en gros, clairement, on a été victime de racisme. Elle veut pas savoir si je gagne bien ma vie, si j'ai un travail, si j'ai toujours payé mes propriétaires d'avant. Juste, elle veut pas que j'habite dans son logement. Et je pense que voilà, ça fait partie de ces sujets sur lesquels il faut parler, en fait. Et c'est pas réservé à une catégorie de la population, et c'est en le dénonçant tous ensemble, un peu comme les sujets de parité. C'est pas un combat de femmes seules, c'est un combat d'hommes et femmes. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Ouais. Et justement, tu vois, c'est bon, tu l'as un petit peu abordé là à l'instant, mais toi, une de tes missions, c'est de pousser à la fois les athlètes, et puis peut-être on pourra parler un petit peu de la mairie de Buzy-Thième après, mais à s'engager eux. Mais concrètement, qu'est-ce que imaginons par exemple, j'étais un athlète de haut niveau, un homme, un blanc, donc qui se sent pas légitime de parler sur les sujets de maternité et racisme. Concrètement, qu'est-ce que tu vas me dire pour me convaincre de m'investir? Je vais te dire de te renseigner, de pas hésiter à poser des questions. C'est aussi comme ça qu'on apprend. De regarder un peu qui sont les athlètes qui en parlent, de les solliciter, et puis de donner ton avis, en fait, de partager. Je pense que c'est un peu comme plein de sujets. Il n'y a pas
une idée du sportif. Il y a pas, enfin, on est multiples, donc on a tous aussi des avis complètement différents sur différents sujets. Et c'est ce qui fait que, en fait, le discours peut être riche, en fait. Et toi, jeune, blanc, pas concerné par la maternité, justement, ça m'intéresse de savoir l'image que tu t'en fais, ce que tu en penses, et que justement, moi, je puisse te dire, moi, comment est-ce que je l'ai vécu, pour que on soit dans un dialogue qui soit riche, pour que tu puisses aussi te dire, ah oui, c'est vrai, peut-être que ça, j'y ai pas pensé, et peut-être que moi, ça me fera aussi penser à des choses, de voir les choses autrement. Et il y a qu'en échangeant, en fait, qu'on arrive à apprendre les uns des autres. C'est pas tant une question de légitimité pour moi, c'est plus une question de tu as un avis, tu as des questions, parlons-en. Et je pense qu'il y a rien de mieux que d'en parler. Ok, bon, top. Mais c'est bien, mais tu vois, typiquement, c'est une question que je me pose, parce que je vois de plus en plus de jeunes ou de personnes qui se désintéressent, tu vois, de beaucoup de sujets. Tu vois, à la fois, je suis rassuré parce que j'ai l'impression que les générations un peu plus jeunes que moi s'engagent parfois sur certains sujets, mais vont complètement en oublier d'autres. Et même décrochent un petit peu avec tout l'univers institutionnel, l'univers un peu politique. Et moi, je me pose la question aussi de comment réengager les gens de manière un petit peu simple. Et après, on peut pas être engagé sur tout. Hein. Oui, c'est ça. Après, on peut pas être. On peut pas être engagé sur tout, mais vraiment, par exemple, moi, la politique. Petite, je me suis jamais dit je vais faire de la politique ou je vais être élue. Comment t'es tombée dedans? Tu pourrais nous raconter? En fait, j'ai été sollicitée pour réfléchir sur le programme sport à Paris. Et comme je suis parisienne et que j'avais envie de vraiment y participer, de contribuer, et souvent on se dit qu'il y a pas assez de choses pour les sportifs de haut niveau, donc c'était l'occasion de donner un peu mon avis. Et puis après, moi j'ai rencontré le maire, on a discuté, je lui ai parlé aussi beaucoup parce que moi je pense que le sport c'est une belle école de la vie et ça donne quand même beaucoup d'outils et c'est quand même très peu valorisé dans la société. Donc on a parlé de sport, d'éducation, de choses et d'autres et du coup il m'a proposé, est-ce que ça te dirait d'être sur ma liste? Alors sur le moment je me dis moi, je ne viens pas de ce milieu-là, voyons. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et pourquoi pas, finalement, qu'est-ce qui fait d'une autre personne, quelqu'un de plus légitime? Et je me suis dit, c'est un arrondissement, j'ai grandi ici, j'ai envie de partager. Et puis surtout, je me suis dit que si ça permettait demain à d'autres de se dire que finalement c'est aussi un milieu pour eux, ce serait pas mal. Ce serait que moi plus jeune je regardais Taubira, j'adore Taubira. Ma maman est très fan aussi. Voilà, je la regardais. Ma mère est une ancienne juge, donc tu vois, en ministre des Sceaux, ça résonnait beaucoup. Voilà, je la trouve, je trouve que c'est une femme inspirante, c'est une femme forte, c'est une femme cultivée. Mais je me suis jamais dit la politique m'intéressait, mais par contre j'aimais beaucoup écouter ce qu'elle disait. Et là je me suis dit je suis une enfant du 18e, je viens plutôt du milieu sportif, mais je suis aussi engagée sur le milieu sportif et j'essaye de partager un peu mes engagements sur ces sujets-là. Et je me suis dit si demain peut y avoir des jeunes filles ou des jeunes hommes qui se reconnaissent, qui ont grandi dans le même quartier, qui se disent qu'est-ce qu'elle a fait avant pour arriver là, je me suis dit pourquoi pas. Et puis au final je me sens pas décalée. Après je pense que c'est aussi le côté sportif de haut niveau, on a l'habitude aussi de se remettre en question, d'apprendre donc là je suis à la santé. Donc, santé et réduction des risques, il faut que je précise. Et donc, on est en pleine crise sanitaire, mais voilà, j'apprends beaucoup. Et puis, c'est des sujets qui m'ont aussi beaucoup intéressée de par mes études. Donc, c'est un beau challenge, je vois comme
un beau challenge à relever. Ok. Et tu te vois relever d'autres challenges parce qu'en fait, plus je te parle, plus non mais en fait, plus je me dis, enfin, tu vois, je te vois un peu touche à tout quand tu vois, t'as ton ordi devant toi, dès que t'as eu 2 minutes de libre, t'es en train d'écrire des emails et tout, t'es à fond. T'as l'air d'avoir en plus un esprit très rationnel, tu vois, quand je te parle et bon, du coup, on se comprend un peu. Moi, je suis ingénieur et tout. Enfin, bref. Mais et du coup, la politique, les institutions. Moi, si une des raisons pour lesquelles je m'en suis un peu détaché, c'est qu'il y a beaucoup de blabla, tu vois. Et j'aime pas quand ça avance pas. Donc, d'où ma volonté de créer ma première entreprise. Moi, je me suis dit, au moins, ça avancera à mon rythme. Et du coup, ouais, je me demandais si t'avais eu d'autres, enfin, si tu te vois rester encore dans cet écosystème-là encore longtemps. Alors, je pense que tu as envie d'aller au bout des choses et au bout de ce que tu es en train d'entamer, parce que mine de rien, ça fait quand même, ça fait encore peu de temps, tu vois, pour avoir et les temps en politique et en institution sont c'est pas d'autant plus longs. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout, c'est pas la même temporalité. Mais ouais, du coup, non, je disais, comment tu deals avec ça? Parce que je sens que tu es plus impatiente que tu le montres. Ah oui, je suis super impatiente. et J'y moi, travaille. Moi, je deviens fou, quoi. Tu vois, et je travaille aussi avec des institutionnels, tu vois. Je travaille avec la région Île-de-France, je travaille avec le ministère du numérique un peu, donc tu vois, donc je vois très très bien, il y a un monde entre eux et moi, mais donc ouais, comment tu fais? T'as des petits trucs pour rester zen, pour rester toujours souriante, même quand c'est dur et que ça avance pas. Je pense que là, c'est là où la carrière sportive, ça aide beaucoup, hein, parce que du coup. Comment dire, c'est pas du tout, c'est pas la même temporalité, c'est pas les mêmes interlocuteurs. C'est vrai que quand moi je suis arrivée, tu découvres un monde qui est différent, hein. Mais en même temps, le fait d'être un peu punchy et des fois de bousculer un peu les gens. C'est pas trop mal. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. En plus, tu le fais avec beaucoup de tact et toujours avec un grand sourire. Donc, Mais après, c'est vrai que ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai beaucoup bossé en entreprise avant aussi et que je suis encore aussi salarié, et que du coup, ça a jamais été la même temporalité que dans le milieu du sport, que c'est beaucoup de code, qu'il faut faut relire 15 fois son mail avant de l'envoyer parce qu'il faut pas brusquer machin chouette. Ouais, mais ça, c'est les grosses institutions. Ouais. Voilà, et donc c'est un espèce d'équilibre à trouver entre on a envie de faire telle chose et en même temps ça prend du temps. Après, moi, l'avantage, c'est que je suis quand même dans une délégation où il y a beaucoup d'opérationnels quand même, parce que là, en plus, on est en crise sanitaire, donc il n'y a pas il faut pas prendre 6 mois pour réfléchir si on va ouvrir un centre de dépistage ou si on va mettre en place un centre de vaccination ou si on va mettre des actions terrain. Donc disons que là, la crise fait que ça va plus vite. Et c'est pas pour me déplaire. Mais justement, c'était une question que je voulais te poser. Peut-être qu'elle va. C'est pas une question à mal interpréter, mais justement, est-ce que ce genre de situation, un peu de crise, un peu compliquée, tu vois, ça fait pas aussi un peu de bien aux institutions, tu vois, ok, on arrête de réfléchir, maintenant on fait, il y a plus de blabla. Il y a la santé de milliers de gens qui est en danger. Il faut avancer, quoi. Je pense que c'est un des côtés un peu de la crise, même si certains diraient que, ça va toujours pas assez vite. Ouais, mais ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça chamboule un peu l'organisation. Ouais. Voilà, on n'est pas sur. Il faut réfléchir à dans un an ce qu'on va faire. Il faut réfléchir là tout de suite. C'est un enjeu de santé publique. Mais oui, sinon effectivement, c'est vrai que quand je suis arrivée, on me disait tu sais, voilà, la politique c'est un peu différent du milieu du sport. Toi, t'es plutôt une sprinteuse. La politique c'est un peu un marathon. Oui, mais bon, il faut quand même un rythme. Si t'avances pas, t'avances quand même pas du tout, même sur un marathon. Donc oui, parfois c'est un peu frustrant. Faut prendre le temps, mais
Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que, ou peut-être j'ai de la chance, peut-être coucou Homer. Mais je lui enverrai l'interview, promis. Mais j'ai l'impression que ça avance en tout cas, et j'ai pas l'impression d'être. Si, je suis un peu un ovni, quoi, mais moi, ça me dérange pas spécialement. Un bel ovni qu'ils sont contents de recevoir, on va dire. Ouais. Voilà. En tout cas, j'ai pas eu de plainte. Non, mais je suis sûr qu'il y en a aucune. Franchement, je me fais aucun souci pour toi, parce que moi, j'adore les personnalités qui réussissent dans plein de domaines différents. Et j'ai l'impression que tu fais partie un peu de ces personnes-là. Bon, certes, tu maniais peut-être pas très bien le violon quand tu étais petite. Pas du tout. Mais tu vois, tu réussis dans le sport. Là, effectivement, tu vas vers des institutions sportives et tu arrives à faire bouger les choses. Tu arrives à t'épanouir dans une mairie, tu vas dans une liste municipale. C'est rare cette qualité-là, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais te demander. Tu vois, je te disais en préparant cette interview, moi j'aime bien les passerelles, tu vois, entre le sport et le monde civil, ou le monde plus classique, ou une vie un peu moins sportive. Est-ce que et en plus, comme tu m'as dit que tu étais très cérébral, j'ai noté, je me suis dit, elle a sûrement médité la question. Mais est-ce que tu vois, il y a d'autres qualités ou d'autres ressources que tu as construit avec le sport et que tu as réutilisé justement dans ta vie professionnelle, tu vois. Il y a des mots qui reviennent souvent, tu vois, comme la résilience, comme effectivement peut-être aussi un peu la structure, le fait d'être un peu organisé. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu as remarquées, peut-être chez toi ou chez d'autres d'ailleurs? Alors moi, du coup, oui, le sport et mon double parcours, ça m'a bien formaté pour l'organisation. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais je connais mes limites, c'est-à-dire je sais aussi quand je commence à être fatiguée, je peux lever le pied, parce que j'essaye d'optimiser à chaque fois un peu le temps. Après, les passerelles, c'est plutôt aussi d'accepter aussi parfois les échecs, hein, parce que une carrière sportive, c'est pas linéaire. Des fois on se blesse, des fois on fait des contre-performances, et puis il faut se remettre en question, et puis il faut chercher une autre manière de faire les choses pour que ça fonctionne mieux. Et je pense que voilà, dans le monde professionnel, ça m'aide à ne pas hésiter en fait à apprendre des nouvelles choses. Voilà, si demain j'ai envie de me relancer dans un autre parcours professionnel, je vais m'informer, je vais poser des questions, et je suis pas mal à l'aise à l'idée de poser des questions, je suis pas mal à l'aise à l'idée de ne pas savoir en fait. Et je pense que c'est ce qui me permet de pouvoir un peu jongler d'un monde à l'autre, parce que la politique, c'est pas mon milieu, donc je pose toutes les questions possibles, et ça me pose aucun souci. Et puis c'est comme ça que j'apprends en fait. J'apprends en faisant. Et l'athlé, c'est ça, c'est aussi beaucoup de répétition. Tu répètes, même si pour beaucoup, quand on fait du sprint, c'est simple. on se met dans un bloc et puis on y va. Mais c'est beaucoup de répétition. On répète jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et c'est un peu ce que je mets en place dans tout ce que je fais à côté. Je répète, je réessaye. S'il faut que je le fasse 10 fois, je le ferai 10 fois. Et puis après, quand c'est rentré, c'est bon. Et puis de la curiosité aussi, de se dire être capable de se remettre en question, et puis d'aller chercher aussi un peu ailleurs des solutions. Voilà, de regarder ce qui se fait ailleurs. Moi je suis très très cérébral, quoi. C'est pas il y a pas de recette miracle, mais en tout cas non, mais c'est hyper intéressant, parce que tu vois, il y a plein de réponses que tu as dit qui sont pas réservées aux sportifs pro, tu vois. Je pense même quand tu parles de répétition, le sportif comme moi qui aime bien aller courir, travailler sa foulée, ou qui va nager, tu vois, et qui fait les longueurs et qui essaye de se concentrer sur le mouvement de la main, sa prise de l'eau, effectivement, tu as cet effort mental que tu fais peut-être même 30 minutes ou 40 minutes tous les 2 jours.
déjà tu le fais et c'est déjà un gros exercice, quoi. Oui, puis c'est le fait aussi de pas lâcher, parce que très souvent je peux avoir des discussions, les gens vont me dire bah tu fais du sport de haut niveau, c'est facile. Bah non, en fait, c'est pas facile, parce que tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes 4 heures par jour, les jours où t'es fatigué, ou ben tu vas faire des chronos qui sont pas terribles, ou voilà, tu peux te blesser, ou enfin n'importe quoi. Tu passes par 50 000 phases, surtout en début de saison. Nous, on fait beaucoup de reprise de force en muscu, de long. Moi, je déteste le long, mais je suis obligée de passer par là. Et puis, bah, en fait, tu dois pas lâcher, même si c'est pas, même si c'est pas les séances que tu préfères, parce que tu sais que tu vas arriver à un objectif. Et je pense que c'est ça aussi qui aide, c'est que avoir un objectif en tête et de se dire, il faut que je passe par toutes ces étapes pour y aller et pas abandonner. Moi, parfois, j'ai des conversations. Je sais pas, je vais avoir une personne qui va me dire j'ai couru 3 fois et puis j'y arrive pas. Je lui dis bah ouais, mais ça suffit pas. Faut continuer. Et puis faut apprécier tes petits progrès aussi. Bah t'as gagné 1 minute sur ton parcours, c'est top. Mais voilà, accepter que ça se fait pas du jour au lendemain et le sport ça te l'apprend de force, parce que tous les jours ça te le répète. Voilà, parce que vraiment tu peux avoir une semaine où c'est facile et la semaine d'après t'as plus d'énergie, quoi. Tu vas mettre 3 fois plus d'énergie pour faire exactement le même effort ou le même temps. Et donc ça t'apprend à tenir bon, même si c'est pas forcément facile tout le temps. T'avais des citations ou des mantras ou des phrases qui t'ont inspiré et que tu te répétais peut-être dans les moments un peu durs? Je me suis toujours dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vrai? Oui. Ok, mais elle est très belle, je la note celle-là. Mais faut bien commencer par quelque chose et après après il peut y avoir des belles surprises, hein. Des fois aussi il y a de la chance qui vient, il y a la bonne étoile, mais ça commence toujours par ce qu'on va faire nous, quoi. Ouais, exactement. On est toujours l'élément déclencheur de plein de choses, quoi. Donc ça c'est sûr. Je suis infiniment convaincu. Je l'aime bien. Je vais te la piquer, tu vois, parce que c'est vrai. Ouais, mais parce qu'en plus c'est une situation très particulière, tu vois. Moi dans mon job, j'accompagne des entrepreneurs et souvent il y a des entrepreneurs qui sont tout seuls, qui perdent un peu de motivation et qui disent oui, mais je comprends pas, tu vois, dans tel projet c'est une équipe, eux ils vont y arriver parce qu'ils sont en équipe. Et en fait, et du coup, ils passent énormément de temps à trouver la deuxième personne pour aller avec eux. Et moi, je leur dis, mais en fait, non, oublie de trouver quelqu'un, avance, parce que toi et ton projet, vous serez beaucoup plus attractifs, beaucoup plus. En fait, ça donne beaucoup plus envie d'aller vers un projet qui marche et qui fonctionne et qui avance en tout cas, que d'aller à quelqu'un qui est à l'arrêt et qui dit je peux pas continuer parce que je suis tout seul, tu vois. Donc aide-toi et le ciel t'aidera, sera remis dans ce contexte-là. Voilà, une petite digression complète, mais voilà, j'arrive un petit peu aux questions de la fin. C'est un peu des questions qui partent un peu dans tous les sens, mais j'ai passé un super moment et je suis sûr que ces questions-là, t'auras des réponses hyper intéressante. Et la première qu'il y a, c'est de savoir est-ce que tu te vaux, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est une bonne question. Tout le monde me la pose. C'est en mode, tu fais tout le temps quelque chose. Donc moi, je sais pas non plus. Non, je me vois, je pense, si tout va bien, hein, s'il y a la santé et tout ça, mais je me vois toujours un peu dans ce même schéma, ouverte à tout type d'opportunités, curieuse. Je pense que peut-être au fur et à mesure aussi du temps, que j'aurais envie de faire un métier que je définirais moi, parce que c'est ça aussi qui évolue, on se connaît mieux et puis on a envie de faire les choses qui nous plaisent, qui ont plus de sens.
Mais toujours un peu dans cette quête de sens, se faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui a du sens pour les autres. Donc dans 10 ans, il peut se passer plein de choses. Ouais. Non, j'ai pas d'idée précise, j'ai pas de scoop, voilà. Ouais. Mais voilà, Non, toujours. ça me va. Mais des fois, tu sais, le fait de ne pas avoir de réponse et de broder un peu autour de cette non-réponse, des fois, c'est souvent plus intéressant que la réponse en elle-même, tu vois. Bah, au moins, comme ça, si je réécoute l'interview dans 10 ans, je pourrais pas dire ah non, mais mince, en fait, j'ai complètement fait autre chose, quoi. Non, mais c'est fou, il y a des gens qui ont cette capacité-là, tu vois, à se dire ok, je vais faire ça pendant 10 ans et je n'abandonnerai jamais. Et d'autres au contraire qui saisissent beaucoup plus, tu vois, les opportunités. Moi, franchement, si on m'avait dit il y a 10 ans en arrière, tu serais élu à la Cannes du CNOSF ou tu serais engagé sur des sujets ou tu serais élu à la mairie du 18e, j'aurais dit mais en quel honneur, voilà. Et donc non, bah ouais, parce qu'on est en 2021, ouais, en 2011 si on m'avait dit ça, je me serais dit non, pourquoi non. Donc c'est bien les surprises. Et, si demain il y a une jeune fille que tu croises, je sais pas, c'est une jeune sportive, tu la croises ici à la mairie du 18e, elle a une quinzaine d'années et elle te dit écoute Ayo, tu m'inspires beaucoup, j'ai envie de faire ton parcours. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour qu'elle y arrive? Je lui dirais surtout de se faire plaisir, enfin vraiment de prendre du plaisir dans tout ce qu'elle va faire, de pas se comparer forcément à moi, mais vraiment si elle a envie de faire du sport de haut niveau, qu'elle s'entraîne et qu'elle s'amuse mais qu'elle poursuive aussi ses études parce que ça permet moi je pense que voilà sur ces dernières années, même si c'est pas l'idéal parce que t'es un peu plus fatigué que si tu faisais que ça, mais ça te permet d'avoir un espèce de confort de l'esprit, de se dire que tu sais qu'à la fin du mois tu as ta paye et que tu ne vas pas manger que des pâtes. Et puis vraiment de pas hésiter à me recontacter si elle a des coups de mou aussi, parce que ça fait partie de la carrière et que c'est comme ça. Et vraiment voilà d'être dans une dynamique où elle se fait plaisir, où elle s'amuse, où elle s'entraîne, voilà, que de pas se laisser décourager par certains, mais en tout cas voilà que c'est du travail. C'est du travail, mais que c'est possible. Ok, génial. J'adore la réponse. Et, toi, il y a eu une rencontre, peut-être, ou un conseil qu'on t'a donné et qui t'a marqué peut-être un tout petit peu plus que les autres, ou j'imagine qu'il y en a toujours beaucoup, tu vois. On est la résultante de rencontres, de conseils et de toute une vie, mais je sais pas, une petite anecdote ou est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué, qui t'a fait progresser? Sur le sport, surtout. Surtout, ouais, ça peut être surtout. Il y en a tellement. Oui, j'ai des mentors. C'est vrai, t'as des mentors? J'ai un mentor quand j'ai fait Sciences Po, que j'apprécie beaucoup. Je sais pas s'il m'a donné une phrase, mais quand je lui ai dit que je voulais tenter les concours des écoles de commerce, il m'a dit viens, on prépare. Donc et alors que en fait la personne qui était censée s'occuper de moi à Sciences Po m'avait dit mais non, tu viens de biologie, tu n'as pas le niveau en économie, etc. Et cette autre personne qui s'appelle Jean-Claude m'a dit tu veux y aller, moi je te prépare, on y va. Et du coup j'ai préparé les concours et puis je les ai eus et puis je n'ai pas redoublé dans ma vie, donc j'ai eu mon master en école de commerce en n'ayant fait absolument aucune année en éco ou quoi que ce soit avant.
Et une phrase que j'aime bien aussi de mon coach actuel, c'est de dire le sport fait partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie. Et je pense que souvent, c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux sportifs. Parce que c'est toute leur vie au moment où ils le vivent. C'est toute notre vie pendant l'instant. Et du coup, quand on parle de reconversion, pour beaucoup, c'est plus tard. Pour les autres. Et moi, je trouve que justement, le fait d'avoir cette phrase en tête, ça permet, ça veut pas dire que tu vas pas te donner à 3000% dans le sport, mais ça permet aussi de te dire que il y a un avant et puis il y aura un après. Et que il faut y penser. Et il faut pas y penser quand ça arrive brutalement parce que tu as une blessure ou parce que tu fais des contre-perfs. Mais et puis je pense que ça permet aussi de mieux anticiper la suite. Voilà, moi j'ai 35 ans, donc je sais que je vais pas courir jusqu'à 45 ans. Mais le fait de se dire, de se préparer aussi à cette fin, parce que ça va arriver un jour. Je pense que ça permettrait d'éviter d'avoir des sportifs qui se retrouvent dans des situations très complexes en fin de carrière. On en parle peu, mais il y a beaucoup de dépression. Il y a aussi des sportifs qui font des tentatives de suicide. Et je pense que c'est important de se dire que ça fait partie de notre vie et c'est une grosse partie de notre vie et ça nous apprend énormément de choses et ça nous enrichit, mais vraiment tous les jours. Et en même temps, un jour, ça s'arrête. Ouais, quand tu l'as pas, j'ai l'impression que quand tu l'as pas préparé ou que tu l'as pas conscientisé, ça fait encore plus mal, quoi. Déjà, quand tu le prépares, abrupte et. Déjà, même quand tu le prépares, finalement, c'est un rythme de vie qui est complètement différent. On voyage, on s'entraîne, on est un peu, tu rencontres des gens, t'es un peu starifié aussi. C'est ça, c'est quand même une vie qui est particulière. Donc, je pense que même quand tu l'anticipes, il y a quand même un accompagnement qui est nécessaire. Et puis vraiment quand tu l'anticipes pas, par contre je pense que ça doit être très 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 difficile. Ouais, c'est clair. Il y a un livre ou un film que tu recommandes à tous tes proches? C'est une bonne question. T'as dit que tu lisais beaucoup tout à l'heure, donc et c'est marrant parce que sur le podcast on recommande peu souvent du coup des livres. Alors du coup c'est vrai. Livre ou film, il y a le choix. Que je recommande. Mais ou que t'as bien aimé récemment, tu vois, ça peut être un documentaire ou même un article, tu vois, une petite ressource à consommer qui t'a plu. Alors bon, j'aime bien Riyad Satouf, mais c'est pas vraiment. Si Riyad Satouf m'écoute, on est fan de. On est fan de tes œuvres. Non, mais je pense que par exemple, je parlais d'Americana, je trouve que c'était assez intéressant parce que pour des enfants dont les parents sont venus il y a quelques années, ça permet aussi de mieux comprendre quand on peut être de culture où les gens n'ont pas l'habitude de se plaindre et partagent pas forcément leurs difficultés, etc. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de me rendre compte que c'est vrai que quand tu grandis en Afrique, tu sais pas ce que c'est le racisme en fait, et que quand t'arrives en Occident, tu te prends une grosse claque dans la figure. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. En plus, comme c'est une romancière nigériane, du coup en plus c'est chouette parce que je peux dire que voilà, ça vient de chez moi. Mais non, j'ai trouvé ce livre hyper intéressant et je le conseille vraiment aux jeunes comme moi. Même à l'homme blanc que je suis. Justement, parce que oui, j'en ai lu encore beaucoup plus. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que. Non, mais c'est vrai, il faut. Parce qu'en fait, on n'en parle pas et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs avec aussi des idées, des rêves et ça permet de comprendre les difficultés que surtout dans les années 80 les difficultés auxquelles les personnes ont été confrontées. Après, moi, sur les livres, qu'est-ce que j'aime bien aimer c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Sauf si t'en as d'autres qui te viennent. Après, j'aime bien Paulo Coelho. J'aime bien 11 minutes.
C'est assez spécial. Ouais, c'est un peu perché, mais c'est Paolo Coelho. Mais franchement, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et c'est vraiment un style. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent découvrir un style de littérature très particulier, moi, je suis assez fan. Donc voilà. On arrive à la toute dernière question. C'est un petit peu comme un passage de flambeau. Mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine personnalité du sport, quelle est la prochaine ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer pour ce type de format. Si t'as plein de noms, je prends aussi. je suis gourmand de recommandations. Puis surtout quand je passe un bon moment et que je sais qu'on va me recommander quelqu'un de sympa. Je réfléchis. J'ai plein de noms en tête, justement, mais... au pire, t'en cites un, et puis tu me donnes tous les autres à côté. Je prends aussi. On peut se débrouiller. Mais si alors, moi, j'aime beaucoup Mélina Robert-Michon. Ouais. Parce qu'en plus, elle est très discrète. Ouais. Et pourtant, elle a un parcours qui est hyper intéressant. Et vraiment, moi, par rapport... à la maternité, pardon, je prenais tous mes conseils chez elle, en fait, parce que c'est un peu, elle a eu un enfant, puis un deuxième enfant pendant sa carrière. Ouais. Et puis à l'époque, c'était quand même, on n'en parlait pas trop. Et je trouve que qu'elle a plein de choses à dire, et même si elle est plutôt timide sur les médias. J'aime beaucoup Myriam Soumaré. C'est une très bonne amie aussi. Ok. Voilà. Ouais. Et je pense qu'elle peut aussi partager un peu. On s'est entraînés ensemble, on est toujours bien en contact. Okay. Et je pense qu'elle peut aussi partager plein de choses, même si à la base elle aime pas trop les médias, donc peut-être que avec ton coup de pouce peut-être. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir que je la travaille un peu pour qu'elle vienne partager. Et puis après je pensais qui parce que pour l'instant j'ai cité que des femmes. C'est bien aussi. Hein. Non, je pense à ces deux-là. Tu sais que c'est marrant que tu dises oui, je pense qu'avec des femmes, et que t'aies t'aies cette réflexion-là, parce que j'ai pas fait des stats, hein, tu vois, mais je pose souvent la question. Donc du coup, j'ai remarqué, les hommes citent quasiment toujours des hommes. Et la majorité des femmes citent des hommes aussi. Donc, ne culpabilise pas, tu vois. Ah non, je culpabilise pas. Mais si par contre tu arrives à avoir par exemple Michael Jordan. Ah ouais, ça c'est par contre, tu me le dis et je viens, quoi. Je viendrai accompagner parce que j'ai un fan à la maison. Je ferai payer les tickets. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!